Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est toujours avec notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky affirme vouloir la fin de la guerre en 2025. C'est un fait surprenant à en croire, les observateurs de cette crise déclenchée depuis 2022 entre l'Ukraine et la Russie, crise déclenchée clairement avec cette invasion russe de l'Ukraine. La guerre, dans un premier temps, avait laissé des courants de pensée où des gens avaient proposé d'ailleurs à l'Ukraine, il y avait cette proposition, bien sûr, à l'Ukraine, de négocier la fin de la guerre, ce qui n'était pas vraiment accepté par le président ukrainien. Nous sommes là, quelques années plus tard, en 2024, le président ukrainien déclare « Nous devons tout faire pour que cette guerre prenne fin l'année prochaine. Nous devons y mettre fin par des moyens diplomatiques. » Qu'est-ce qui explique cette déclaration de Volodymyr Zelensky sur une radio ukrainienne? Je me dis que sa déclaration du samedi relève de plusieurs choses. La première chose, c'est le terrain lui-même. Combien de fois on a parlé de cette question ici, la grande offensive ukrainienne, Zelensky qui fait le tour des capitales européennes pour que les gens donnent davantage d'armes, qu'on l'autorise à utiliser les armes à longue portée. Zelensky qui tous les jours s'adresse aux Ukrainiens pour parler de nous allons gagner la guerre. J'ai toujours dit ici, je ne sais pas sur quelle base il va se fonder pour pouvoir gagner une guerre contre la Russie. Voilà qu'aujourd'hui, il revient lui-même à la réalité. Ça peut être lu de plusieurs façons. Il y a d'abord en Ukraine, aujourd'hui, l'Ukraine est en difficulté. Pas seulement sur la question des armements, parce que c'est de ça qu'il parle le plus, mais l'Ukraine est en difficulté également sur le plan du recrutement de soldats. Puisque les gens désertent du front, c'était déjà connu. Les jeunes qu'on veut amener refusent, au point qu'on attrape les gens pour les transformer par la force en soldats. Quand ce n'est pas le cas, on propose un contrat, tu viens t'engager pour l'armée pendant une période déterminée, puisque actuellement il est interdit aux jeunes de quitter l'Ukraine. Si tu t'engages, après l'engagement, on te donne une autorisation spéciale pour pouvoir quitter l'Ukraine. Donc, il va faire la guerre avec quoi? Puisque ce n'est pas les Européens, ce ne sont pas les Américains qui risquent de venir faire la guerre sur le sol ukrainien, malgré la proposition de Macron, qui avait très vite été rejetée, y compris par les Français, je ne parle pas des autres. L'autre élément qui est là, c'est certainement l'élection de Donald Trump. Puisque lui, il parle d'ici 2025, Trump avait dit, lui, il règle le problème en 24 heures. N'oublions pas que Zelensky a rencontré Trump pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça aussi, ça peut jouer sur ce qui se passe actuellement. Si ce que Trump dit devant les médias, il l'a dit à Zelensky de façon extrêmement claire en lui disant « Attendez, moi je ne suis pas prêt à continuer avec cette guerre », Zelensky a raison de changer de fusil d'épaule en sachant que les Américains sont la tête de file dans ce combat pour les sanctions contre la Russie, dans ce combat pour l'isolation diplomatique de la Russie, mais également dans la fourniture d'armes à l'Ukraine et de moyens pour pouvoir continuer la guerre. En ce moment, il est obligé d'être pas réaliste parce qu'il aurait pu l'être depuis fort longtemps sans attendre cette situation, mais il est obligé de se rendre à l'évidence. Il ne pourra plus continuer la guerre devant la Russie dans ces conditions. D'autant que dans ce discours, ce qui est déjà dit par les médias, l'Ukraine rencontre énormément de problèmes à l'Est. Pour une fois, on l'a vu le dire clairement. Il dit clairement que l'Ukraine rencontre des problèmes à l'Est. Et ce que je disais également sur le recrutement, il a reconnu qu'il y a des problèmes pour le recrutement. Donc je crois qu'il est en train aujourd'hui de regarder la réalité s'imposer à lui. Moi, je trouve que c'est irresponsable. Il faut le dire clairement. J'ai toujours dit dans ce plateau, ça fait plusieurs mois, qu'est-ce qu'il attend pour arrêter une guerre? C'est l'Ukraine qui est détruite. C'est les Ukrainiens qui sont tués. C'est le matériel du pays, les infrastructures économiques, énergétiques, etc. qui sont détruites. Mais il veut aller jusqu'à quel point avant de s'arrêter? Parce que même s'il le disait régulièrement à la radio qu'ils vont gagner la guerre, j'ai toujours été persuadé que lui-même, il n'y croit pas. Et là, ça pose problème qu'il attende aujourd'hui pour dire on va régler la guerre avec des moyens diplomatiques.
Alors, pourquoi le président Volodymyr Zelensky a-t-il tenu une position contraire parlant de la fin de cette guerre à travers les voies diplomatiques aussi longtemps? Parce que depuis le début de la guerre, vous l'aviez dit à plusieurs reprises, il a martelé que l'Ukraine va gagner cette guerre. Sur quoi comptait-il? Sur le soutien des Américains en particulier, sur le soutien de l'OTAN de façon générale, mais tout le monde a vu que dans le soutien de l'OTAN, il y avait deux problèmes. Le premier problème, quand il demande des armes, il y a toujours un décalage entre le moment où il demande les armes et le moment où il obtient les armes. Quand il demande des armes également, on ne lui donne pas les armes qu'il demande. On lui donne des armes qui sont à un niveau inférieur. Prenons le cas des F-16 par exemple. Pendant combien de temps il a demandé? Mais c'est au dernier moment qu'on a accepté de lui en donner. Et combien? Les fusées longue portée, même chose. Et quand on donne certaines armes, on dit attention, vous ne pouvez pas l'utiliser sur le terrain russe. Vous pouvez juste l'utiliser pour combattre les Russes sur le territoire ukrainien. Mais ça veut dire que même dans ce soutien, il y avait un problème parce que l'OTAN se posait la question où se trouve la ligne rouge qui va amener la Russie à considérer que ceux qui ont donné des armes à l'Ukraine vont être considérés comme des co-belligérants, c'est-à-dire des gens qui ont déclaré la guerre à la Russie, tout simplement. Mais ça a créé cette hésitation qui était là, qu'il a vu, il a fait les tours, il est allé parler dans les parlements, il a utilisé les médias autant qu'il le pouvait pour expliquer la situation, mais c'était un soutien qui est là, mais c'était un soutien où, du point de vue parole, les gens semblaient être prêts à aller jusqu'au bout, mais de façon pratique, le soutien n'a jamais été à la hauteur des attentes de Zelensky. Alors, est-ce, comme certains le pensent, finalement une guerre par procuration, au moment où les Américains ne pourraient pas, ou l'OTAN ne pourrait pas affronter directement la Russie, on passe par l'Ukraine, parce que certains ont estimé depuis le début de cette guerre que c'était une guerre par procuration et que l'Ukraine ne faisait que jouer un jeu. Mais c'est clair, hein? Moi ça a toujours été ma conviction pour deux raisons. La première raison, je ne vois pas l'Ukraine se lever et aller attaquer la Russie. Parce qu'il faut rappeler que l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Oui. Donc l'Ukraine connaît très bien c'est quoi la Russie. Ce n'est pas un pays qui ne connaît pas. Quand je dis connaître la Russie, ce n'est pas seulement la dimension militaire. Mais ils connaissent le KGB, ils connaissent tout le système russe en tant que tel et ils savent de quoi les Russes sont capables. Donc je ne vois pas l'Ukraine se lever un jour et dire je vais aller attaquer la Russie ou même provoquer la Russie. Pour que l'Ukraine puisse avoir ce courage, pour ne pas dire ce culot, il faut nécessairement que l'Ukraine se dise que derrière moi, il y a quelque chose, un soutien. Et si on pouvait faire var sur ce truc-là, si vous vous rappelez le soutien de la France, les gens avaient affirmé un soutien extrêmement fort avant que la guerre ne se déclenche. Mais quand la guerre s'est déclenchée, entre ce qui était dit et ce qui a été fait, il y a un véritable décalage. Donc, il est clair que Zelensky est en train de faire une guerre par procuration. L'autre élément qui le montre, qui alimente la guerre, qui nourrit aujourd'hui les populations de l'Ukraine. Au point que même d'autres zones du monde où il y a guerre, les organismes humanitaires se plaignent en disant que toute l'aide humanitaire aujourd'hui internationale est amenée vers l'Ukraine. Qu'on laisse tomber les autres conflits alors qu'il y en a plein chez nous ici en Afrique. D'un point de vue armement, regardez tout ce qui a été mis à la disposition de l'Ukraine. Parce que ça fait 1000 jours pratiquement que cette guerre-là dure. Mais si on nous avait donné la moitié en Afrique, on aurait fini certainement avec les groupes terroristes. Mais ça veut dire clairement que l'Ukraine n'avait même pas les moyens financiers, les moyens militaires, le courage politique pour affronter la Russie. L'Ukraine a été, en fait, Zelensky en particulier, parce qu'il faut faire la part des choses entre le président et la population, Zelensky a été instrumentalisé pour un combat contre la Russie qui était déjà là avant cette guerre, un affaiblissement sur le plan économique, sur le plan diplomatique qui a été recherché, et pour le moment, on n'a pas vu ce résultat. La Russie semble plutôt se porter très bien à l'échelle internationale.
vous expliquez ce changement de position du président ukrainien par, entre autres, cette victoire du président Donald Trump qui revient à la Maison-Blanche. Pourquoi Donald Trump s'est toujours montré clairement contre cette guerre entre la Russie et l'Ukraine? C'est vrai que Donald Trump est quelqu'un d'imprévisible, mais il y a deux choses qui ont toujours été claires pendant qu'il était président de la République, tout comme pendant qu'il faisait campagne pour avoir son second mandat. La première chose que tout le monde connaît, c'est l'American First. Ouais. Mais ça suppose que l'argent public américain, on ne doit pas l'utiliser pour aller faire la guerre en Ukraine. C'est ça également que ça signifie. Parce que quand il dit American First, c'est ça que ça signifie. Avant d'aller régler des problèmes de qui que ce soit, on s'occupe des problèmes des Américains. On le fait avec quoi? C'est avec l'argent public. Et c'est dans cet argent public que de très grosses sommes ont été utilisées pour acheter des armes, pour les mettre à la disposition de l'Ukraine. Donc sur ce plan, on a beau reprocher des choses à Trump, il a montré une constance sur ce domaine-là. Le deuxième indicateur, quand il était président de la République, il avait dit aux pays de l'OTAN, c'est-à-dire des alliés, sortez l'argent. Nous n'allons pas être là à être les gardiens de l'Europe. Chacun n'a qu'à sortir l'argent, les pourcentages déterminés de cotisation par rapport à l'OTAN, que tout le monde les respecte. Celui qui ne les respecte pas ne sera pas protégé par les États-Unis. On a vu son expérience également avec l'Afghanistan, que Biden a hérité. Il n'a pas hésité à négocier avec ceux qu'ils ont toujours considérés comme leurs ennemis, les talibans, sans même informer le président afghan. Et vous avez vu comment ils ont fui, parce qu'il faut parler de fuite au niveau de l'Afghanistan, parce que Trump ne voulait plus continuer ni à investir de l'argent, ni à aller mener cette lutte-là. Mais certainement, Zelensky, s'il est informé, il s'est dit, mais attendez, ce monsieur risque de faire exactement la même chose avec nous. Au lieu d'attendre maintenant ce qui va ressembler à une honte, ou bien à une imposition qui va indiquer que c'était simplement une marionnette à qui on dit fais la guerre, il fait la guerre. Arrête de faire la guerre, il arrête de faire la guerre. Ben, il a cette expression où il dit en 2025, dans le 2025, il n'a pas dit premier trimestre, il n'a pas dit deuxième trimestre. Ça lui donne un peu de temps de pouvoir aller dans le sens de négociation avec la Russie. Et il le dit dans son discours également, il ne veut pas aller seul. Parce que c'est vraiment un autre Zelensky qu'on voit. Il dit qu'il ne veut pas aller seul aux négociations avec la Russie. Il faut que ses partenaires également soient là. Mais ce qui montre clairement qu'il est véritablement en position de faiblesse aujourd'hui par rapport à la Russie. Et si tu pars en négociation en position de faiblesse, bon, on t'écoute pour le respect tout simplement, mais c'est le plus fort qui va imposer les conditions de la paix. Alors, justement, parlant des soutiens de l'Ukraine dans cette guerre, le G7 surtout, qui s'est réuni ce samedi en Italie, puisque c'est l'Italie qui dirige actuellement le groupe, l'Italie a estimé que le principal obstacle à une paix dans cette situation, c'est la Russie, et que le G7 allait s'aligner derrière la position de l'Ukraine finalement. Est-ce un soutien pour la fin de la guerre en 2025 par des voies diplomatiques, ou est-ce un soutien pour continuer? En fait, le G7, tout comme l'Union européenne, ont un problème. Si ces gens-là avaient le courage de dire la vérité, s'ils étaient des citoyens américains, ils allaient voter contre Trump. C'est évident. Tout le monde avait cette crainte de voir ce monsieur revenir au pouvoir. Mais c'est les Américains qui décident, et les Américains ont décidé que c'est Trump. Ça pose maintenant un sérieux problème parce que vous avez Biden qui vient d'autoriser la Russie, l'Ukraine plutôt, à utiliser les fusées de longue portée contre la Russie. Oui. Vous avez l'Allemagne qui vient de décider de mettre à la disposition de l'Ukraine 4000 drones sophistiqués pour pouvoir attaquer également la Russie. Mais est-ce que ces gens-là vont pouvoir donner une part équivalente à celle que les États-Unis donnaient, parce que c'était eux qui donnaient la part du lion dans cette guerre-là et qui faisaient pression même sur les autres États pour que les gens y participent. Moi, je me dis que ces États sont en train de vouloir montrer une soi-disant autonomie, pour ne pas dire indépendance par rapport aux États-Unis, pour ne pas qu'on ait l'impression que ce n'est pas Zelensky seulement qui était une marionnette. Eux également, c'était des marionnettes qui ont été emportées par les Américains au niveau de cette guerre-là. Cette déclaration, je me dis à quoi ça sert, objectivement. Quand le président ukrainien dit qu'il veut régler le problème par des voies diplomatiques,
Oui. Quand vous l'utilisez quand vous l'autorisez plutôt à utiliser ces armes qu'il vous demande d'utiliser depuis des années et que vous n'avez pas accepté, votre autorisation sert à quoi? Parce que ces armes ne font pas partie des moyens diplomatiques. Bien sûr. Les drones allemands, ça ne fait pas partie des moyens diplomatiques. Il y a un problème. J'ai l'impression que les gens veulent s'affirmer pour montrer que, bon, nous avons aidé l'Ukraine, c'était nous qui l'avions fait de façon indépendante, donc même si Trump ne risque pas d'aller dans le sens, nous, on va y aller. L'autre élément, il n'a pas tort de dire 2025 parce que Trump n'est pas encore le président des États-Unis. On a fonction en janvier. Voilà, c'est à partir du mois de janvier. Janvier, c'est 2025. Donc, je crois clairement que le lien, il est là avec le fait que Trump est arrivé. Et si Trump respecte ce qu'il a dit, l'Ukraine va devoir chercher à combler ce soutien américain ailleurs. Et c'est comme si Zelensky lui-même ne croit pas pouvoir combler ce soutien ailleurs. Et c'est pourquoi il préfère aujourd'hui les moyens diplomatiques aux moyens militaires. Alors en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky veut mettre fin à la guerre par des voies diplomatiques au plus tard en 2025. Mamadi Diouf, avant de clôturer ce numéro du décryptage, que faut-il retenir de façon générale de cette déclaration du président ukrainien? Il faut dire clairement qu'il y a, je ne sais pas moi, est-ce qu'il faut parler de retournement de situation? Le discours de Zelensky a complètement changé. Il a véritablement changé de cap. Celui qui allait même jusque dans les parlements pour faire pression sur les députés des pays, pour que ces députés fassent pression sur leurs États, pour qu'on mette des armes à la disposition de l'Ukraine, c'est lui-même qui parle aujourd'hui de moyens diplomatiques, qui ne parle plus de moyens militaires. Mais si Zelensky n'est plus prêt à utiliser des moyens militaires, il est clair qu'il n'y aura plus de guerre contre la Russie. Maintenant, reste à savoir dans quelles conditions les négociations vont se faire. Zelensky, il n'en a pas parlé dans ce discours, a toujours posé le problème de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Russie a toujours dit que bon, on est passé à une autre étape sur cette question territoriale. D'ailleurs, Zelensky s'était fâché même contre le Premier ministre allemand parce que il semble, je n'ai pas la preuve, que quand il a téléphoné à Poutine, ce qui avait déplu même à Zelensky, il a dit carrément, Poutine a dit carrément au Premier ministre allemand qu'on peut régler ce problème, mais il faut tenir compte des nouvelles réalités territoriales. C'est-à-dire que la Russie a occupé un certain nombre de territoires et Poutine ne semble pas prêt à les rendre. Mais Zelensky risque d'avoir des problèmes sur ce plan-là parce que dans son discours, il montre clairement qu'il est en position de faiblesse pour les négociations avec la Russie. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir sur Nouveau Info.